Qu'est-ce que le trouble de personnalité limite? Initialement, on suggérait que ce trouble chevauchait plusieurs diagnostics comme la schizophrénie, la dépression et les troubles anxieux, et c'est pourquoi on doutait de sa précision et validité. Toutefois, certaines études ont prouvé que le trouble de personnalité limite est un diagnostic distinct. Dès 1938, le psychanalyste américain Adolph Stern a décrit la plupart des symptômes de ce trouble et a émis des hypothèses sur les causes. Plusieurs après lui ont étudié ce trouble, mais c'est Roy Grinker et ses collègues qui ont publié des résultats sur une étude avec des personnes atteintes du trouble de personnalité limite. La prochaine avancée significative a été en 1975 lorsque John Gunderson et Margaret Singer ont publié un article sur ce trouble et ils décrivent les caractéristiques majeures. De plus, Gunderson a publié un instrument spécifique qui permet d'augmenter la précision du diagnostic. C'est d'ailleurs cet instrument qui a permis à plusieurs chercheurs de vérifier la validité et l'intégrité de ce trouble. C'est en 1980, grâce à cet instrument, que le trouble de personnalité limite a fait son apparition dans le DSM-2. Malgré le fait que cette maladie est de plus en plus reconnue, la recherche pour en apprendre plus sur ce trouble continue. À ce jour, les causes du trouble de la personnalité limite ne sont pas bien connues. Toutefois, plusieurs hypothèses neurologiques ont été avancées dans les dernières études. Le cortex singulaire antérieur. Il s'agit d'une partie du cerveau qui aide à réguler la peur. Il a été démontré dans une étude que la densité de matière grise était diminuée dans certaines parties du cortex singulaire antérieur chez des patients ayant un TPL. Ceci peut dénoter une anomalie au niveau du fonctionnement de cette partie du cerveau et pourrait expliquer quelques comportements typiques du TPL. L'amygdale. L'amygdale joue un rôle important dans la régulation des émotions, dont la peur. De plus, dans la même étude, il a été également démontré que la densité de matière grise était augmentée dans certaines parties de l'amygdale, dénotant alors une anomalie dans le nombre ou l'architecture des neurones, ce qui pourrait nuire au fonctionnement du système chimique de la sérotonine. Selon une autre étude, les sujets avec un TPL présentaient un niveau élevé d'oxygénation du sang dans les deux côtés de l'amygdale. En effet, cette étude conclut que l'activation augmentée de l'amygdale chez les sujets avec un TPL reflète l'intense et la lente diminution des émotions observées même à de faibles stresseurs. Le cortex orbitofrontal. Il se situe à la partie antérieure du cerveau et aide à planifier et à prendre des décisions. Selon une étude qui comparait des sujets avec des dommages du cortex orbitofrontal et des sujets avec un TPL, une dysfonction du cortex orbitofrontal peut contribuer à certaines caractéristiques du TPL, en particulier l'impulsivité. Le rôle potentiel de certains neurotransmetteurs a été soulevé. En effet, un bas niveau de sérotonine dans le corps peut amener la personne à devenir sévèrement dépressive et colérique, avec des tendances à démontrer des agressions et à agir sur sa colère. De plus, une dysfonction dans le système de la dopamine pourrait jouer un rôle important dans l'hyperactivité de l'amygdala. Le trouble de personnalité limite est causé par une combinaison complexe de facteurs génétiques, sociaux et psychologiques. En effet, plusieurs causes doivent interagir pour que le trouble se manifeste et plusieurs facteurs de risque y sont associés. Les facteurs de risque comprennent les expériences pénibles vécues dans l'enfance, telles des ruptures, des deuils précoces, des agressions physiques ou psychologiques, ainsi qu'un tempérament impulsif, une hypersensibilité affective souvent déjà présente à la naissance, ou encore un milieu familial instable caractérisé par de l'imprévisibilité parentale. Actuellement, les théoriciens cliniques sont d'avis que des composantes biogénétiques et environnementales doivent toutes deux être présentes pour le développement du trouble. La plupart des gens pourraient avoir une disposition neurobiologique au TPL. Différents types d'environnements pourraient aussi être propices au développement de ce trouble de santé mentale. La meilleure explication semble être celle de la co-influence de ces facteurs. Pour recevoir le diagnostic du TPL, il faut présenter 5 des 9 critères du DSM-5. Le premier critère est la peur de l'abandon. La perception d'une séparation ou d'un rejet imminent peut déclencher chez la personne atteinte du trouble de la personnalité limite des changements de l'image de soi, de son affect et de ses perceptions et comportements. Ces personnes sont très sensibles au contexte et à l'environnement et peuvent ressentir une peur intense, de même qu'une colère inappropriée, même lorsqu'elles ne sont placées que devant une séparation de durée limitée. Cette peur de l'abandon témoigne de leur incapacité à supporter la solitude et de leur besoin d'être entourés de gens. Ces efforts effrénés pour éviter l'abandon peuvent se traduire par des actions impulsives telles que des comportements suicidaires ou d'automutilation. Le deuxième critère est celui des relations instables et intenses, soit des relations interpersonnelles caractérisées par une alternance entre les extrêmes de l'idéalisation et de la dévalorisation. Le troisième critère est celui de la perturbation de l'identité. Ce trouble émane d'une image de soi instable ou indistincte. Les personnes ayant un TPL adoptent souvent les valeurs, les habitudes et les attitudes de ceux avec qui elles se trouvent. Ces personnes n'ont pas appris à bien identifier leurs propres émotions, ni à décoder les motifs et intentions de leurs actions.
Le quatrième critère est celui de l'impulsivité. Le comportement impulsif se traduit souvent par l'abus d'alcool ou la toxicomanie, la boulimie, la sexualité à risque et les conduites automobiles dangereuses. Le cinquième critère est celui des comportements suicidaires ou autodestructeurs. Les comportements suicidaires ou auto-agressifs récurrents, comme les tentatives, gestes ou menaces, sont caractéristiques du trouble limite. Le sixième critère est celui de l'instabilité affective. Les changements d'humeur que présentent les personnes ayant un TPL se distinguent de ceux des gens atteints de troubles de l'humeur par la durée. En effet, ces changements d'humeur durent habituellement quelques heures et elles sont rarement soulagées par des périodes de bien-être ou de satisfaction. Ces derniers représentent donc une réactivité extrême au stress, en particulier celui relié aux relations interpersonnelles. Le septième critère est celui d'un sentiment chronique de vide. Il ne s'agit ni d'ennui ni d'angoisse existentielle. Cet état est associé à la solitude et à un grand besoin affectif. Le huitième critère est celui de la colère. Les personnes ressentent de la colère la plupart du temps. La colère peut être provoquée par leur perception qu'une personne significative pour eux les néglige, les prive, les abandonne ou ne se soucie pas d'eux. Enfin, le neuvième critère est celui de la distorsion de la réalité. Les personnes peuvent éprouver des symptômes de dissociation, ce qui signifie un sentiment d'être dépersonnalisé ou que le monde est irréel. Les personnes ayant un TPL peuvent également avoir une conscience d'elles-mêmes irréaliste, croyant que les gens les jugent et parlent d'elles. Le trouble de personnalité limite affecte de 1 à 2 de la population générale et a une prédominance de 75 chez les femmes. De plus, 50 de ces personnes feront des tentatives de suicide et jusqu'à 5 de ce nombre y parviendront. L'objectif général de ces traitements est de rétablir l'équilibre chimique dans le cerveau. Même si à l'heure actuelle, il n'existe pas de médicaments spécifiques pour le trouble de personnalité limite, ils ont un rôle particulièrement important pour atténuer la fréquence et la gravité de certains symptômes tels que la colère et la dépression. Il est à noter que malgré les bienfaits que la médication peut apporter, celle-ci ne convient pas à tout le monde. Effectivement, il y a toujours la possibilité que les patients ressentent des effets secondaires et l'intensité de ceux-ci varie d'un individu à l'autre. De plus, il y a le risque pour ces personnes d'avoir une trop grande prescription de médicaments, car les symptômes à traiter pour le trouble de la personnalité limite peuvent s'avérer très nombreux. Les médicaments couramment utilisés sont les psychorégulateurs et les antidépresseurs. Dans un premier temps, les psychorégulateurs servent globalement à traiter les troubles de l'humeur. Avec les personnes atteintes de TPL, leur utilisation ne permettra pas une régularisation de leur humeur, mais pourront canaliser leur excès de colère. Ensuite, les antidépresseurs, comme leur nom indique, seront efficaces pour traiter la dépression, mais ils peuvent également apporter de l'aide en ce qui a trait à d'autres problèmes comme l'anxiété, la douleur chronique et la boulimie. Ils permettent aussi d'augmenter la communication entre les cellules nerveuses du cerveau. Les inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine, une sorte d'antidépresseur, sont souvent prescrits pour la TPL, comme le Prozac. Quel est le processus pour avoir le droit à des services en ergothérapie? Donc, au Faubourg Saint-Jean, il y a quand même deux catégories, si on peut dire, de services. Il y a l'hôpital de jour qui est des services à plus court terme, donc c'est un suivi intensif sur 6 semaines. Les gens qui sont référés à l'hôpital de jour, eux proviennent majoritairement des urgences. Donc, c'est des gens qui ont été en crise, qui ont soit été hospitalisés ou non, mais qui sont passés quand même par l'urgence, qui ont pu faire ou non des tentatives de suicide, ça dépend. Donc, c'est souvent les psychiatres de ces urgences-là qui vont nous référer. Sinon, ici, à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, il y a l'unité d'hospitalisation des troubles de personnalité, les références qui vont provenir directement de l'unité J4000 qui vont venir ici. Le volet à plus long terme, si on veut, dans les services réguliers du Faubourg Saint-Jean. Donc là, on parle de gens qui vont être suivis jusqu'à un maximum de 3 ans, finalement, puis il y a différents volets. Fait qu'il y a le volet plus psychothérapie, le volet réadaptation, le volet des cas complexes instables, puis le volet du suivi psychiatrique. Puis les gens qui sont référés dans nos services réguliers, eux peuvent provenir de plusieurs endroits. Il y a aussi des références de CLSC, des fois des gens qui sont suivis en CLSC, puis les équipes ont de la difficulté. Quelles sont les interventions que vous faites auprès de cette clientèle? C'est très varié en fonction, évidemment, du but du séjour ou des interventions qu'on souhaite faire. Donc, quand c'est plus dans le milieu à court terme, si on peut dire le 6 semaines d'hôpital de jour, on a un suivi individuel, finalement, avec un client qui assiste à 2 groupes, disons, par semaine. Puis, travailler avec ces gens-là, les problématiques les plus fréquentes, ça va vraiment être autour de l'équilibre de vie, autour de la satisfaction dans la routine quotidienne, dans les engagements occupationnels. On va être vraiment beaucoup dans
comment la personne est satisfaite ou non de son quotidien, puis comment on peut l'amener un petit peu plus loin finalement avec ses difficultés, puis essayer de gérer beaucoup les émotions. Puis dans le service plus régulier, ça va être sensiblement les mêmes choses, mais on va pouvoir aller plus en profondeur finalement. Donc, on va beaucoup travailler à partir d'outils motivationnels, les approches motivationnelles aussi. On va utiliser quand même beaucoup les sciences de l'occupation pour essayer de faire connaître à la personne un peu qui elle est, ses valeurs, explorer des intérêts, explorer des nouvelles activités. Puis, il n'y a pas une intervention qui va être la même. T'sais, même si on dit, ben, exemple, on part, un nouveau client, on va partir avec Low Cares. On fera pas, Low Cares ne sera pas suffisant. D'autres fois, oui. Fait qu'il y a aussi la modalité expressive qui est quand même très utilisée avec les troubles de personnalité. On s'en sert quand même beaucoup pour nous pouvoir voir des choses, mais pour que la personne elle-même puisse réaliser des choses. Quels sont les autres intervenants qui travaillent avec ceux souffrant d'un TPL? Ici, il y a des psychologues, des travailleurs sociaux, des infirmiers, des psychiatres, évidemment. On travaille toujours en équipe. Donc, à l'hôpital de jour, on a des réunions, on parle de chaque client, puis on s'assure que on voit toute la même vision de la personne pour essayer de défaire le clivage, pour avoir les mêmes interventions, puis être plus efficace finalement, puis aider mieux la personne. Fait qu'on travaille en équipe. Des questions qu'on avait pour vous. On vous remercie de votre temps. Ben, ça fait plaisir.